Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais simplement rapidement présenter donc l'association à laquelle nous appartenons, donc Énergie Solidaire. Donc, à l'origine, l'association Énergie Solidaire, elle a été créée en 1998 par deux étudiants. Oui, vous voyez toujours le partage d'écran. Est-ce que je peux avoir un petit message pour confirmer ça? Ok, parfait. Et donc, l'association, donc, à l'origine, a été créée en 1998 donc, par deux étudiants de Triel-sur-Seine pour des projets d'électrification solaire au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'association elle approche donc de ses 25 ans et elle compte maintenant 16 salariés. On porte plusieurs dispositifs que je vais présenter juste après, mais notre cœur de métier, c'est bien l'accompagnement à la rénovation énergétique avec une spécialisation sur l'éco-construction notamment, ainsi qu'un dispositif de lutte contre la précarité énergétique avec notamment le SLIM, les chantiers solidaires, mais vous allez voir, je vais y revenir juste après. Donc voilà, on est une association qui est en constante évolution, finalement, en recherche d'innovation afin de rester toujours dans une démarche d'amélioration continue. Alors voilà notre territoire d'action qui est attribué par l'ADEME, ce qui correspond au nord des Yvelines. On peut le voir là, le territoire en vert, ce qui correspond à environ globalement un territoire de 800 000 habitants. Notre siège social, il se situe à Carrières-sous-Poissy, où nous retrouvons également la Matériothèque. Alors, si vous n'êtes jamais venu, la Matériothèque, c'est un showroom de 300 mètres carrés qui est dédié à l'éco-construction et qui présente justement des maquettes à échelle réelle, à taille réelle, de mise en œuvre de travaux de rénovation, comme de l'isolation, du vitrage, etc. C'est un espace qui est ouvert au public sur rendez-vous. Donc, il ne faut pas hésiter à venir profiter aussi de cet espace situé dans nos locaux à Carrières-sous-Poissy. Alors maintenant, comme je vous le disais, on porte plusieurs dispositifs que je vais justement vous présenter. Donc on va tout d'abord démarrer avec le réseau France Rénov, que vous avez peut-être connu sous le nom Espace Info Énergie ou alors Espace Fer, et donc qui depuis 2002 s'occupe de conseiller le grand public sur leurs travaux de rénovation énergétique ainsi que sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier. Et donc je suis moi-même conseiller France Rénov ainsi que Monsieur Sohim, et donc il s'agit bien d'un dispositif gratuit, neutre et indépendant. C'est-à-dire que nous, on n'a vraiment rien à vendre aux particuliers, on est justement là pour être un tiers de confiance dans vos projets de rénovation. Nous disposons également d'un réseau CEP, donc le CEP, le Conseil en énergie partagée, qui accompagne les communes, cette fois des communes de moins de 10 000 habitants, dans leur transition énergétique, donc vraiment dédié aux collectivités. Ensuite, le réseau SLIM, que j'évoquais tout à l'heure, qui lui propose un accompagnement socio-technique en fait spécifique pour des ménages qui sont en difficulté et qui opère ce dispositif-là. Lui, il n'opère pas sur tout le territoire Nord-Yvelines, mais uniquement pour l'instant sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et dans un dernier temps, nous avons également les chantiers solidaires. Donc, les chantiers solidaires, ça a pour objectif de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique chez des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, ces travaux qui sont faits par des bénévoles, mais qui sont bien entendu encadrés par un professionnel. Donc, voici un petit peu un tour d'horizon de ces différents dispositifs. Mais finalement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est aussi une association en quête constante finalement de renouveau. Et nous proposons en plus des dispositifs d'animation tout au long de l'année finalement. Donc c'est des animations qui sont variées. Donc là on a notamment des animations assez pédagogiques, assez familiales, comme par exemple le défi énergie. Je vous le présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Le défi presque zéro déchet également. Donc ça voilà des animations plus globales finalement. Un petit peu plus d'innovation et le côté ludique, c'est également toutes les animations dérivées des escape games, notamment, on en a plusieurs. Donc, c'est pour allier un petit peu le côté ludique sur le format, mais tout en traitant bien sûr de sujets très sérieux sur le dérèglement climatique et les consommations d'énergie. Et enfin, des animations cette fois plus techniques, portées, comme par exemple les soirées thermiques, que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais j'y reviendrai également en fin de présentation, ou alors le concours Maison Économe. Donc, c'est vraiment une pluralité d'animations que l'on propose tout au long de l'année. Donc voilà un petit peu rapidement pour que vous puissiez un petit peu mieux situer l'association dont on fait partie.
Alors, on va pouvoir démarrer du coup ce webinaire avec un rappel plutôt contextuel, hein, notamment pour ceux qui n'étaient pas forcément présents à la conférence de lancement de samedi dernier. Et donc, ce contexte, on le connaît, hein, il est double, aussi bien finalement environnemental qu'économique, voire même géopolitique. Alors, le contexte géopolitique, donc c'est le contexte actuel, c'est principalement autour de l'approvisionnement de l'énergie et la guerre en Ukraine, elle a posé beaucoup de questions justement sur tous les systèmes de chauffage au gaz et au fioul, hein. On s'en est particulièrement rendu compte et elle a montré concrètement les conséquences que peuvent amener une pénurie d'énergie fossile, sans bien sûr en être la cause principale. Et donc, en parallèle de ça, on a aussi un contexte environnemental qui est très marqué, hein, avec le dérèglement climatique, où il est bien entendu urgent d'agir sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est justement là le cœur de cible, hein, tout l'enjeu aussi de procéder à des actions de rénovation énergétique, mais ça va permettre aussi de lutter contre le dérèglement climatique. Et ça va justement faire la transition avec ma slide suivante, qui se portera sur l'effet de serre. Parce que pour bien comprendre ce qu'est le dérèglement climatique et comment y remédier, finalement, c'est primordial de bien appréhender ce phénomène d'effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans cette mise en contexte, je vais l'évoquer un petit peu. Déjà, première chose à bien situer, c'est que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel, hein, c'est pas du tout une invention humaine. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors là, on a un schéma qui le représente, mais l'effet de serre, globalement, c'est quoi? Donc, le Soleil, qui est représenté en haut à gauche, il envoie un rayonnement en direction de la Terre. Ce rayonnement, il y en a une partie qui va réussir à traverser l'atmosphère et qui sera absorbée par la Terre. La Terre, elle va se réchauffer de par l'absorption de ce rayonnement et elle va à nouveau émettre un rayonnement. La Terre, alors même si ce n'est pas le même type de rayonnement que le Soleil, la Terre, il faut bien comprendre qu'elle rayonne, elle va émettre du rayonnement qui sera cette fois en direction de l'espace. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie de ce rayonnement en fait qui va être captée dans notre atmosphère. Donc ça se passe juste ici, là, sur le schéma au niveau des flèches rouges. Et donc c'est capté par des gaz à effet de serre qui retiennent ce rayonnement émis par la Terre. Et donc c'est vraiment ça l'effet de serre, c'est le fait de retenir le rayonnement qui est émis par la Terre. Et donc, les gaz à effet de serre qui se situent dans l'atmosphère, donc c'est principalement le dioxyde de carbone, mais il faut savoir que c'est le dioxyde de carbone, le CO2, hein, c'est un exemple, mais ce n'est pas l'unique gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre, il y en a beaucoup. Les plus connus, donc c'est le CO2, le méthane également, ou encore le protoxyde d'azote. Mais donc voilà un petit peu sur déjà la définition de ce qu'est l'effet de serre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'effet de serre, c'est pas une invention humaine et que finalement, l'effet de serre, il permet aussi à notre environnement de se réchauffer. Grâce à l'effet de serre, en fait, on a une température moyenne sur Terre qui est de l'ordre de 15 degrés, ce qui a aussi permis le développement de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sans effet de serre, il faut savoir que la température moyenne sur Terre, elle serait à moins 18 degrés, ce qui aurait vraiment empêché toute tout développement de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc vraiment, l'effet de serre, c'est essentiel à la vie sur Terre. Donc le problème en soi, c'est pas l'effet de serre, du coup. C'est vraiment plutôt l'intensification de l'effet de serre qui est liée aux activités humaines, comme on peut le voir là représenté sur la droite, parce que nos activités émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, ils viennent s'accumuler dans l'atmosphère. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus on va capter du rayonnement émis par la Terre. Donc, l'effet de serre, il s'intensifie au fur et à mesure que l'on ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est vraiment ça le problème, mais ce n'est pas l'effet de serre en soi, c'est vraiment l'intensification de l'effet de serre. Et donc, le fait d'accumuler tous ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va provoquer petit à petit un réchauffement de la température moyenne. Et donc, à l'heure actuelle, on est sur une tendance à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Et donc, les conséquences de ce dérèglement climatique, elles se font voir de plus en plus fréquemment avec des épisodes de canicule, par exemple, hein, comme on a pu le voir, comme on le voit aussi de plus en plus fréquemment durant les étés. Donc, en fait, cette slide-là, elle avait pour vocation vraiment de mettre les bons mots au bon endroit, on va dire, mais de bien comprendre que le problème à l'origine du dérèglement climatique, c'est l'intensification de l'effet de serre qui est provoqué par l'activité humaine.
Alors, sur la slide suivante, on voit un graphique. C'est un graphique qui est issu d'un rapport du GIEC. Donc, le GIEC, ça veut dire Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et en fait, c'est un groupe international hein, qui est en charge notamment de la réduction de rapports sur la situation climatique. Et donc, ce graphique, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre en fait l'évolution des variations de température sur Terre avec influence humaine, donc c'est la courbe en rouge que l'on voit ici, et sans influence humaine, donc c'est la courbe en bleu que l'on voit. Donc ce qu'on voit, c'est que l'activité humaine, elle a une influence sur les variations de température, et comme je l'ai dit, hein, c'est cette courbe qui a une tendance à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Alors, plus 4 degrés, on peut se dire que ça a déjà eu lieu par le passé, hein, et oui, c'est tout à fait vrai, par le passé, il y a toujours eu des variations climatiques et des évolutions entre notamment les aires glaciaires et les aires interglaciaires, donc des évolutions de plus 4 degrés, il y en a déjà eu. En fait, le souci, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'échelle de temps à laquelle ça s'opère. C'est-à-dire que par le passé, des alternances entre ère glaciaire et interglaciaire, ça se faisait en l'espace de 15 000 ans, 15-20 000 ans, globalement. Là, on s'apprête à faire un plus 4 degrés en l'espace d'une centaine d'années. Donc, c'est vraiment ça la problématique. C'est l'échelle de temps très réduite pour un phénomène qui habituellement s'opérait en quelques milliers d'années. En quelques milliers d'années, la Terre, elle a le temps de s'adapter, elle évolue, hein. On imagine bien qu'il y a 15 000 ans, la Terre, elle ne ressemble pas à celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment plutôt l'échelle de temps réduite qui pose problème parce que c'est notre capacité d'adaptation à toutes les conséquences du dérèglement climatique. Mais donc, ce que ce graphique montre aussi, c'est que si c'est l'homme qui est à la base responsable de ce dérèglement climatique, et ça signifie aussi que l'on va pouvoir agir pour y remédier. Alors, qu'est-ce qui provoque justement cette variation de température? On l'a dit, hein, c'est nos émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux activités humaines. Et donc, d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre? C'est principalement de la combustion d'énergie fossile. Donc là, on a un petit visu du mix énergétique français. Donc les énergies fossiles, elles sont où? Donc c'est le pétrole, le charbon et le gaz. Ça, c'est vraiment le trio principal d'énergie fossile. Et donc on voit bien que ça représente quasiment la moitié de nos consommations d'énergie. Faut bien comprendre que le mix énergétique français, c'est pas, enfin, c'est un mix quand même assez particulier. C'est-à-dire que c'est pas fidèle à la tendance mondiale. À échelle mondiale, les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon, ça représente pratiquement 85-90% de tout ce que l'on consomme. Donc en France, c'est un mix énergétique un peu particulier de par la présence du nucléaire notamment. Donc le nucléaire qui porte aussi beaucoup de sujets de débat notamment, hein. Mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, hein, là c'est à ça qu'on s'intéresse vis-à-vis du dérèglement climatique, le nucléaire en fait ça émet très peu de gaz à effet de serre sur son cycle de vie. Après par contre ça pose beaucoup d'autres questions sur gestion des déchets, sur le risque des centrales. Mais d'un point de vue purement émission de gaz à effet de serre, en fait ça émet très peu, contrairement au pétrole, au charbon et au gaz. Après, le trio d'énergie fossile, ça représente quand même pratiquement la moitié de nos consommations, donc ça nous laisse aussi une bonne marge de manœuvre pour limiter, réduire ces consommations-là. Et si on creuse un petit peu plus loin avec le graphique suivant, qui cette fois permet de sectoriser les consommations d'énergie en France, un des secteurs le plus consommateur d'énergie, ça va être le secteur du résidentiel et du tertiaire, donc globalement tous les bâtiments. C'est le principal secteur de consommation d'énergie en France, juste devant le transport en deuxième et l'industrie en troisième. Donc c'est ce qui va nous intéresser particulièrement dans le cadre de cette conférence. Hop. Et donc, si on creuse encore un petit peu plus loin à l'intérieur du logement, donc ce qu'on constate avec cette petite infographie, c'est que c'est quand même un petit peu plus de la moitié du budget énergie qui part dans le logement, hein. Globalement, le reste, ça part où? Ça part dans le transport. Et donc, dans ce budget logement, le principal poste de consommation, c'est le chauffage. Donc, on arrive assez facilement à l'imaginer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un poste qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années, c'est l'électricité spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est l'électricité spécifique? Globalement, c'est une électricité qui est utilisée par tous les équipements type éclairage, électroménager, multimédia, en fait, tous les appareils qui ne peuvent pas fonctionner autrement qu'avec de l'électricité. Je précise, et notamment ce soir, on est justement dans le cas d'un webinaire
sur les maisons chauffées à l'électricité. Donc, l'électricité que vous utilisez pour le chauffage, elle ne fait pas partie de l'électricité spécifique, elle est bien inclue dans la partie chauffage. Tout comme si on a un ballon électrique, l'électricité qui est utilisée, ça va dans la partie eau chaude sanitaire. Là, vraiment, électricité spécifique, ça regroupe, on va dire, globalement tout le reste, hein, comme je vous l'ai dit, éclairage, électroménager et multimédia principalement. Donc, on a un petit état des lieux, voilà, de la consommation dans un logement. Et donc, voilà, c'est le chauffage, le premier poste de consommation. Ensuite, niveau budget aussi, c'est un budget qui est pas négligeable, hein, le budget énergie. Et encore là, on a des moyennes qui sont pas forcément le reflet d'aujourd'hui. Le coût de l'énergie, il a tendance à évoluer constamment. Et là, on a quand même observé des hausses assez importantes. Mais ça reste un budget annuel, donc très important, d'où l'intérêt de se poser les questions sur comment diminuer ces consommations-là pour à la fois baisser l'impact que ça a sur l'environnement, mais aussi pour baisser les factures d'énergie et donc l'argent que l'on dépense. Et un petit point sur l'eau également, parce qu'on parle beaucoup d'énergie, mais c'est vrai qu'il y a aussi les consommations d'eau. Et donc là, on a un petit aperçu en France, mais c'est un peu plus de 140 litres d'eau potable par Français par jour. Donc ça aussi, c'est une consommation qui est quand même très importante et qui pose aussi des questions pour que faire pour diminuer cette consommation qui est bien supérieure à la moyenne mondiale. Alors, maintenant qu'on a justement un petit peu contextualisé le webinaire de ce soir, on va pouvoir explorer les solutions à mettre en œuvre pour baisser ces factures d'énergie. Pour ça, je vais utiliser ce schéma qui représente la démarche Négawatt. Donc Négawatt, c'est le nom d'une association que vous connaissez peut-être. Mais si vous voulez, cette association, elle part du principe que l'énergie la moins polluante, c'est celle que l'on ne consomme pas ou que l'on ne produit pas carrément. Et donc, le Négawatt propose en fait de repenser notre vision de notre consommation d'énergie, qui est plutôt à l'heure actuelle assez court-termiste, on va dire. Et donc, ils ont élaboré un scénario de transition énergétique qui est fondée cette fois sur une utilisation vraiment beaucoup plus raisonnée de l'énergie. Et donc, cette démarche Négawatt, elle se fait en 3 étapes. Étape de sobriété, étape d'efficacité et étape renouvelable. Donc, qu'est-ce que c'est que ces différentes étapes? Donc, sobriété, on voit prioriser les besoins et les services énergétiques essentiels. Donc, c'est là le mot qui va être important à retenir. C'est on va garder l'essentiel, on va chercher à éliminer tout le superflu. Donc, si on prend un exemple pour un logement, ça peut être tout ce qui va être des éco-gestes à mettre en place, comme par exemple diminuer la température de consigne dans un logement. Voilà, passer de 21 à 19 degrés dans un logement, ça c'est une action de sobriété. Deuxième étape, l'efficacité, qu'est-ce que c'est? C'est réduire la quantité d'énergie pour satisfaire un besoin. Donc en fait, pour à nouveau donner un exemple, si on s'intéresse à un logement, procéder à des travaux d'isolation, c'est une action d'efficacité. Pourquoi? Parce que après avoir fait de l'isolation, eh bien, on a besoin de moins d'énergie pour assurer nos besoins de chauffage. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'action d'efficacité. Et dernière étape, renouvelable, cette fois, c'est plutôt se poser la question quel est le système donc si on prend l'exemple du chauffage, mais quel est le système qui m'apporte de l'énergie pour répondre à mes besoins? Donc si j'avais une chaudière au fioul, ça peut être se poser la question d'envisager par exemple une chaudière à bois ou bien une pompe à chaleur. Voilà. Donc l'idée, c'est que ces étapes-là, sobriété, efficacité et renouvelable, elles ont une certaine logique de se faire dans cet ordre-là. D'abord la sobriété, puis l'efficacité, puis le renouvelable. Pourquoi pas l'inverse? On va simplement prendre un exemple et vous allez vous rendre compte de pourquoi il ne faudrait pas procéder dans l'autre sens. Donc, prenons l'exemple d'un logement. Imaginons, on est dans un logement, on va prendre un logement chauffé au tout électrique pour refléter aussi le webinaire de ce soir. Un logement tout électrique des années 70, globalement, l'isolation dans la toiture, elle est en très mauvais état et l'isolation dans les murs, elle est tellement en faible épaisseur qu'on peut carrément la considérer inexistante. Et en plus de ça, la consigne de température à l'intérieur du logement, elle est à 22 degrés, imaginons. Si on démarre par l'action renouvelable, très bien. Donc là, la personne, elle se pose la question, tiens, là, j'ai que des convecteurs électriques chez moi, je voudrais un système un peu plus performant et qui
et qui notamment puise des calories, on va dire, de manière gratuite dans l'environnement, je voudrais installer une pompe à chaleur. OK. Donc, on supprime une partie des convecteurs électriques et on installe une pompe à chaleur dans le logement. Très bien. Le chauffagiste, il va vous dire, OK, moi je vous l'installe, je vous fais un devis. Le devis va être assez élevé, mais le chauffagiste, il va vous dimensionner un appareil qui peut répondre à vos besoins. Très bien. Donc, vous remplacez vos radiateurs, vous mettez une pompe à chaleur. Ensuite, vous vous dites: «Ben, mon logement finalement il est pas bien isolé, je vais procéder à une isolation, je vais refaire l'isolation de la toiture, des murs et puis, il me reste du simple vitrage également, donc je vais le faire remplacer». Très bien, là vous allez voir des artisans, ils vont vous dire: «Bah, OK, pas de problème, je vous fais des devis et on va procéder aux travaux». Très bien, donc vous le faites également et dans un dernier temps, vous vous dites: «Bah, tiens finalement, la consigne de température, elle est à 22 degrés, c'est quand même un peu élevé, sachant qu'on n'occupe pas le logement en permanence. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à diminuer cette consigne de température? Donc là, vous la mettez à 19. OK, tout va bien. Alors, c'est quoi le problème si on a procédé dans cet ordre-là? Le problème, c'est que votre pompe à chaleur que vous avez installée au début, elle se retrouve à être surdimensionnée par rapport à votre logement. Parce que entre-temps, votre logement, vous l'avez très bien isolé et vous avez en plus de ça réduit la consigne de température. Donc, votre logement, il a changé, il a évolué entre-temps. Ce n'est plus le même que lorsque le chauffagiste vous avait dimensionné votre pompe à chaleur. Et donc, la pompe à chaleur, elle se retrouve à être trop grosse pour votre maison. Donc, non seulement vous avez dépensé trop d'argent pour rien, et en plus de ça, la pompe à chaleur, elle va fonctionner un petit peu en sous-régime. Et donc, c'est pas forcément bon pour les équipements. C'est pas forcément bon pour les équipements de fonctionner en sous-régime. Donc ça a ce côté-là de pouvoir, finalement engendrer des problèmes de fonctionnement sur les appareils. Donc c'est vraiment important que la démarche, elle se fasse dans le bon sens. C'est-à-dire que le système de chauffage, vraiment, c'est la chose à remplacer en dernier finalement. Tant que les étapes de sobriété et d'efficacité n'ont pas eu lieu, c'est pas forcément le plus judicieux de procéder à une installation d'énergie renouvelable chez soi. Donc voilà un petit peu pour ce schéma-là et vous allez voir qu'on va le réutiliser plusieurs fois dans le cadre de la conférence. Parce que justement, on va pouvoir explorer en fait chacune de ces étapes-là un petit peu plus en profondeur et donc on va tout de suite démarrer avec la partie sobriété. La sobriété, alors ça peut faire sourire un petit peu quand on parle d'éco-gestes, mais c'est vraiment la première étape dans la baisse des consommations d'énergie. Donc il y a vraiment plein de trucs et astuces que l'on peut mettre en place dans un logement et on ne connaît pas forcément tout. Là, je donne quelques exemples. L'idée, c'est que je ne vais pas faire un listing de tout ce qui existe, mais vraiment, ça concerne toutes les pièces, ça concerne vraiment tous les appareils et il y a des choses qui peut-être on ne soupçonne pas. Voilà, peut-être que éteindre la lumière en sortant d'une pièce, ça peut sembler évident pour vous, mais il y a peut-être des choses que vous connaissez moins. Par exemple, le réfrigérateur. Il y a beaucoup de choses avec le réfrigérateur pour diminuer les consommations d'énergie. La box allumée, qui est une box internet qui est allumée en permanence 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il y a peut-être une question à se poser sur la débrancher quand on n'en a pas besoin. Les utilisations d'appareils comme le lave-linge, le sèche-linge, etc. L'entretien des appareils aussi, ça compte beaucoup pour faire des économies d'énergie. L'idée avec ces éco-gestes, ces trucs et astuces, c'est vraiment pas de se faire violence. L'idée, c'est pas de tout appliquer du jour au lendemain, parce que ça, c'est une démarche qui risque fortement de ne pas marcher quand on applique vraiment du jour au lendemain tout un tas de changements drastiques. L'idée, c'est plutôt d'y aller étape par étape. Faites d'abord ce vers quoi vous avez le plus de facilité, mais petit à petit, c'est aussi des moyens très simples où il n'y a pas d'investissement nécessaire, ou alors vraiment très faibles, mais qui permettent de réaliser des gains assez importants. Et d'ailleurs, ce soir, a priori, donc tous les participants sont sur une typologie de logement chauffé à l'électricité. Donc, si vous êtes au tout électrique chez vous, ça peut être intéressant. Vous avez probablement un compteur Linky chez vous. Ça peut être intéressant de vous créer un compte sur la plateforme Enedis. Donc, Enedis, c'est le gestionnaire du réseau. C'est pas un fournisseur d'énergie, c'est un gestionnaire de réseau. C'est le propriétaire du compteur Linky d'ailleurs, mais il propose sur la plateforme de se créer un compte Enedis et de relier ce compte à votre compteur Linky. Et ça a un intérêt, c'est de pouvoir accéder à vos courbes de charge, notamment vos courbes de consommation, qui vous permettent concrètement de voir combien vous consommez chaque mois, chaque semaine, chaque jour et même chaque heure. Le pas de temps, il peut aller jusqu'à un pas de temps horaire. Et comme ça vous permet de concrètement savoir les pics de consommation, à quelle heure ils ont lieu. Comme ça vous permet de pouvoir cibler
typiquement, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette surconsommation d'énergie. Et un autre intérêt aussi, en plus des courbes de consommation, c'est les courbes de puissance. Les courbes de puissance, donc vous avez tous des contrats avec vos fournisseurs d'électricité, des contrats, ça peut être en 6 kilovoltampères, en 9 kVA, 12 kVA, dépendamment de votre contrat. Mais potentiellement, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais imaginons que vous avez un contrat à 12 kVA, vous allez voir sur votre, compte, Enedis votre courbe de puissance et peut-être que vous vous rendrez compte que vous ne dépassez jamais, les 9 kVA finalement. Vous avez jamais un appel de puissance qui dépasse le 9 kVA. Donc finalement, bah, pourquoi pas revoir votre contrat, à la baisse? Et donc ça c'est quelque chose qui peut se traduire, via le compte Enedis. Donc ça peut être un outil, assez intéressant dans ce sens. Et donc ça reste une action de sobriété. C'est vraiment là l'idée d'observer où est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on peut mettre en place très simplement pour diminuer tout ça. Ici, on a quelques petits exemples de petits investissements qui peuvent être assez astucieux, hein. Comme j'ai dit, là, on ne parle pas de se ruiner avec des sommes très élevées, hein. C'est vraiment des petits investissements, mais qui peuvent être très, très judicieux. La multiprise coupe-veille, ça, globalement, on la connaît tous, hein, mais ça permet vraiment de pouvoir couper toutes les veilles qui peuvent avoir lieu dans un logement. Je prends un exemple, mais imaginons dans la cuisine, on a le micro-ondes, la cafetière, la bouilloire. Il faut savoir que c'est des appareils qui, en veille, peuvent consommer de l'énergie. Après, ça dépend des modèles, mais le micro-ondes, par exemple, s'il affiche l'heure en permanence, bah, il consomme de l'énergie en permanence. La cafetière, la bouilloire, s'il y a un petit voyant lumineux qui est allumé, bah, c'est qu'il y a une consommation d'énergie, hein, ça tombe pas de nulle part. Donc, si vous reliez tout ça à une multiprise coupe-veille et que le soir, vous l'éteignez, bah, là, pour le coup, ça empêche vraiment toute consommation d'énergie. La prise programmable mécanique, ça peut être aussi intéressant. Par exemple, je pense à la box Internet. La box Internet, une prise programmable, ça peut permettre de couper la box je sais pas moi, de minuit, par exemple, à 5 heures du matin. Voilà, on définit une période à laquelle on n'a pas besoin d'avoir accès à Internet. Donc, pourquoi pas couper complètement la box. Et donc, le minuteur, ça permet qu'on n'a pas sans arrêt à aller éteindre et rallumer la box. Ça se fait automatiquement. Et c'est un objet mécanique, hein. Il y a rien, il y a pas d'électronique là-dedans. L'idée, c'est vraiment de permettre de baisser ses consommations. Et comme j'ai dit, hein, ça peut paraître anodin, mais mis bout à bout, tout ça, ça peut être quand même assez intéressant. Et l'idée, c'est aussi de faire les choses que l'on peut faire chez soi, hein. Je reprends l'exemple de la box Internet, mais c'est vrai que il y a des personnes qui en ont besoin la nuit aussi, indépendamment de nos horaires d'utilisation. Et aussi, il y a des box Internet qui sont parfois reliées au système d'alarme. Donc, c'est vrai tous les éco-gestes, tous les trucs et astuces ne sont pas toujours faisables. L'idée, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc, toujours sur cette partie sobriété, je vais simplement terminer en présentant le défi énergie que l'on organise chaque année. Donc, si vous vous souvenez, je l'ai brièvement évoqué lorsque je présentais toutes les animations qui sont proposées par notre association. Donc, le défi énergie, c'est vraiment au cœur de la sobriété énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un concours d'économie d'énergie et d'eau dont le but, c'est de réduire au maximum ses consommations domestiques. Donc tout ce que j'ai évoqué précédemment, l'idée c'est de l'appliquer dans le cadre d'un défi. L'objectif pour les participants, c'est de réaliser 8% d'économie en moyenne. Et donc sur 5 mois, parce qu'en fait, ça se passe sur toute la saison de chauffe. Donc ça commence le 1er décembre et ça se termine le 30 avril. Et donc, c'est à destination de toute personne qui habite sur le nord Yvelines. Donc, vous pouvez y participer soit en individuel, ou bien vous pouvez même former une équipe avec des amis, de la famille, des voisins, des collègues, etc. Peu importe. Mais vous avez cette possibilité-là. Peu importe si vous êtes locataire, propriétaire, et peu importe si vous êtes en maison, en appartement, vraiment, tout le monde peut participer. L'idée, c'est que justement, ce défi-là, c'est de l'occasion de chercher à baisser les factures d'énergie. C'est aussi l'occasion de profiter des conseils, des ateliers qui sont proposés par l'équipe d'animation et du coup, aussi concrètement de pouvoir agir sur l'environnement en réduisant votre empreinte carbone par la même occasion. Alors, le défi énergie, il s'opère principalement via le site internet Déclic, dont on voit le logo juste ici, puis on a une petite capture écran pour montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Mais l'idée, c'est que sur ce site, vous devez vous y inscrire, vous devez vous inscrire au défi et ensuite renseigner vos relevés de compteurs. Donc, les relevés de compteurs, c'est vous qui créez les compteurs que vous avez envie de suivre chez vous. Par exemple, si vous êtes à l'électricité, donc là, ce soir, vous ferez probablement un compteur électrique. Et ensuite, vous renseignez vos relevés de compteurs et on observe, en mettant en place des actions pour réduire les consommations d'énergie, on observe l'impact que ça peut avoir. Parce que l'idée, ça va être de comparer deux périodes ensemble.
La période de référence, donc c'est plutôt la période de l'année dernière. Soit on essaie de retrouver les factures d'énergie pour pouvoir renseigner les relevés de compteur, soit si on a un compteur Linky, justement, on peut retrouver très rapidement ces informations-là. Et après, on a la période du défi, donc c'est vraiment cette année. Donc l'idée, ça va être de comparer les deux périodes et de voir les progrès qu'on a pu faire par rapport à l'année dernière. Donc en fait, le défi, ça se passe principalement depuis chez vous, hein, lorsque vous appliquez les éco-gestes, que vous faites les relevés de compteurs. Mais il y a quand même certains événements qui sont organisés en présentiel. Il y a des ateliers qui sont faits aussi pour se rassembler, hein, parce que c'est aussi l'intérêt du défi, c'est de pouvoir être plusieurs dans le même bateau finalement. Et donc, sur la slide d'après, je présente les résultats du défi de l'année dernière. Donc l'année dernière, voilà, c'était 50 foyers qui ont participé, ça représente un peu moins de 115 personnes. Et on voit qu'on a eu une moyenne de 8,36% de réduction de consommation d'énergie. Donc tous les efforts combinés des participants, ça a permis d'économiser voilà, un peu plus de 33 000 kWh sur ces 5 mois, ce qui représente grosso modo une consommation électrique de 7 foyers. Et donc en termes de CO2 évité, c'est un peu plus de 4 tonnes aussi qui ont été évitées dans l'atmosphère. Donc cette année, le défi, il est à nouveau proposé, hein, comme chaque année. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Globalement, on peut d'ores et déjà s'inscrire. Comme je vous l'ai dit, le défi s'opère sur la plateforme Déclic, mais si vous avez besoin d'informations, vous pouvez soit nous contacter, vous pourrez me contacter dans le chat, mais sur nos réseaux sociaux, notre site internet, on mettra bien sûr de l'information là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, la période du défi, elle commencera vraiment au 1er décembre, mais il va y avoir un petit événement de lancement fin novembre. Voilà, donc c'est pour vous donner de l'information, mais si ça vous intéresse, vous pourrez bien sûr y participer. Donc, ça termine cette première étape de sobriété. Donc, on va pouvoir enchaîner avec cette fois la partie efficacité. Qui donc, rappelez-vous, hein, le but avec l'efficacité, c'est de réduire la quantité d'énergie dont on a besoin pour répondre à un service. Donc, par exemple, là, dans notre cas, on va beaucoup parler de chauffage. On a besoin d'une certaine quantité d'énergie. L'idée, ça va être de diminuer cette quantité au maximum. Donc là, on va bien parler de travaux de rénovation énergétique. Donc, dans un premier temps, là, on a une petite représentation de toutes les déperditions d'un logement. Voilà, il y a de la chaleur qui se sauve par le toit, par les murs, par le plancher, le vitrage, etc. Il y a plein de déperditions thermiques dans un logement. Et il faut savoir qu'un chauffage, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à combler toutes ces déperditions qui ont lieu. Donc finalement, un logement efficace, qu'est-ce que c'est? C'est un logement qui limite au maximum ces déperditions. Ensuite, ce qui est important de bien préciser, c'est la notion de confort thermique et en fait de température ressentie, parce que le corps humain, il a tendance à faire la moyenne entre la température ambiante qu'il fait dans l'air et la température des parois et des surfaces qui nous entourent. Ce qui veut dire que pour une même température ambiante, une même température de l'air, en fait, on peut avoir un ressenti très différent si on a la présence ou non de parois très froides autour de nous. Donc, ce qui va forcément derrière influer sur les consommations de chauffage. Parce que quand on a un ressenti plutôt frais, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est monter le chauffage. Donc, faut vraiment bien comprendre que le corps humain, c'est pas juste la température de l'air, c'est aussi la température des parois. Et ça va être très important dans la suite de la conférence. Et dernier point qui est aussi important à préciser, ça va être la typologie de votre bâtiment, de votre logement. Vous allez voir, vous allez m'entendre parler de bâtis anciens, de bâtis modernes. Donc, pour mettre les choses un peu plus au clair, le bâti ancien, globalement, ça regroupe toutes les constructions d'avant 1948. Donc, c'est des constructions qui, globalement, ne font pas appel à des matériaux industriels. On parle plutôt, par exemple, de pierre meulière. Voilà, un bâti en pierre meulière, c'est du bâti ancien. Globalement, le bâti moderne, aujourd'hui, ça regroupe plutôt tout ce qui est construction en parpaing, en bloc de béton creux ou en briques creuses. Ça, c'est plutôt du bâti moderne. Donc, ça va être important aussi parce que ce n'est pas les mêmes typologies de bâtiments, donc ce n'est pas les mêmes types de rénovation énergétique. Donc, maintenant que ces notions, elles sont un petit peu plus clarifiées, donc on va se lancer dans les travaux de rénovation en commençant par l'isolation, justement. Alors, pour faire de l'isolation, on doit faire appel à des matériaux isolants. Jusque-là, tout va bien. Des matériaux isolants, il y en a vraiment beaucoup. Il y a plusieurs familles d'isolants qui existent, que je présente un petit peu ici. Voilà, on peut avoir des isolants issus de l'industrie pétrochimique, comme le polystyrène, le polyuréthane, des isolants minéraux, comme la laine de verre, la laine de roche, des isolants recyclés, comme la ouate de cellulose. La ouate de cellulose, c'est un isolant qui est issu du recyclage du papier. Les fibres de textile, voilà, et également des isolants d'origine végétale ou bien animale, voilà, comme la fibre de bois, la laine de mouton, etc.
Tout ça pour dire que des isolants, il y en a vraiment beaucoup, et il n'y a pas forcément un meilleur isolant que les autres. Il y a pas un isolant vraiment qui est dans tous les cas de figure le meilleur isolant du marché. En fait, tout dépend de vos critères, parce qu'il y a des critères techniques, il y a des critères économiques. Est-ce que vous voulez l'isolant le moins cher? Est-ce que vous voulez l'isolant qui a l'impact environnemental la moins élevé? Est-ce que vous voulez l'isolant qui nécessite le moins d'énergie grise pour sa fabrication? Donc, tout dépend des critères, mais finalement, il y a pas vraiment un meilleur isolant que les autres. C'est plutôt, il y a plein de familles d'isolants. Après, le choix de l'isolant, ça va se faire selon les critères, vos critères préférentiels. Donc là, l'idée tout simplement, je vais faire appel à vous, donc vous allez pouvoir répondre notamment dans le chat, mais on va prendre un premier exemple. Ici, on a un même matériau isolant, mais avec des épaisseurs différentes. À votre avis, quel est le meilleur isolant? Est-ce que c'est celui de gauche, celui du milieu ou plutôt celui de droite? Donc n'hésitez pas à répondre, normalement vous pouvez répondre directement dans le chat, que je vais afficher juste ici. Donc, est-ce que vous avez une petite idée? On a un même matériau, simplement des épaisseurs différentes. Est-ce que vous savez, là, parmi ces 3 exemples-là, quel est le meilleur isolant? Donc, on répond à droite, le plus gros, le plus épais. Alors, effectivement, ça va être le meilleur isolant. Là, ce sera celui qui est le plus épais. On arrive intuitivement à comprendre pourquoi, hein. Plus il y a d'épaisseur, plus ça va isoler le logement. OK. Dans l'exemple 2, là, on va avoir différents matériaux. Je ne vous précise pas c'est quoi lesquels, mais on a des épaisseurs différentes et c'est des matériaux différents. Est-ce que vous savez quel est le meilleur isolant parmi ces 3-là? Est-ce que c'est celui de gauche? Est-ce que c'est celui du milieu qui est le plus épais? Est-ce que c'est celui de droite qui est le moins épais? Ou est-ce que finalement on ne peut pas savoir? Donc, je vois une réponse, pas possible de savoir. Donc, effectivement, en ayant juste ces informations-là, on n'a pas assez d'éléments pour savoir quel est le meilleur isolant. Donc, justement, on va voir ensemble quels sont les critères qui permettent de déterminer qu'est-ce qu'un bon isolant. Et finalement, ce qu'on va regarder, ça va être ce qu'on appelle la résistance thermique. Donc, la résistance thermique, on voit la formule juste ici, elle est notée R majuscule. Si vous avez déjà vu passer des devis d'isolation ou si vous en demandez à l'avenir, vous remarquerez vite ce R qui normalement doit être indiqué sur tout devis faisant de l'isolation. Le R, la résistance thermique, c'est vraiment primordial. Comment ça se calcule, une résistance thermique? C'est simplement une division. On fait un rapport entre E, donc c'est l'épaisseur de l'isolant, divisé par lambda. Lambda, c'est la conductivité de l'isolant. Donc, je vais définir ce que c'est, mais du coup, pour avoir un R grand, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir la résistance thermique la plus élevée possible, ce qui va en gros signifier qu'on a un isolant le plus performant. Donc, pour avoir un R grand, il nous faut une épaisseur la plus grande possible, finalement. Plus l'épaisseur est grande, plus le R sera grand. Et la conductivité, c'est l'inverse. Plus elle est faible et plus la résistance sera grande. Donc, une épaisseur élevée, une conductivité faible. La conductivité, en fait, c'est la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Donc, nous, ce qu'on veut, justement, c'est que l'isolant, il ne conduise pas à la chaleur. On veut qu'il s'oppose à tout transfert. Donc, c'est pour ça qu'on veut une conductivité qui soit le plus faible possible. Et ça, la conductivité, c'est une propriété c'est propre à chaque matériau. C'est pas quelque chose qui se calcule, hein, c'est mesuré. En fait, c'est une mesure qui est faite en laboratoire, mais c'est propre à chaque matériau. Et donc, tous les matériaux isolants n'ont pas exactement la même conductivité. Mais l'idée, voilà, c'est ce R qui va être vraiment très important à regarder pour qualifier la performance d'un isolant. Et donc là, on a quelques ordres de grandeur qui sont indiqués juste ici. C'est notamment les critères, alors j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour les aides financières, on demande de respecter certaines valeurs minimum de R. Si je prends l'exemple des murs, on demande un R de minimum 3,7. Tandis que pour des rampants de toiture, on demande un R de 6. Plancher de comble perdu, on demande un R de 7. Alors, grosso modo, en termes d'épaisseur, ça correspond à peu près à quoi? Alors, un R de 7 en comble perdu, ça correspond à peu près à, dépendamment de l'isolant, hein, bien sûr, mais c'est à peu près 35-40 cm d'isolant. Alors que pour une isolation de mur, un R de 3,7, ça correspond plutôt entre 12 et 14 cm d'épaisseur d'isolant.
Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée hein, sur ce que ça peut représenter en termes d'épaisseur. Mais voilà, cette notion de résistance thermique, elle est vraiment primordiale quand on veut faire de l'isolation thermique d'un logement. Alors maintenant qu'on a vu, ces notions-là, bah, on va pouvoir attaquer la partie, isolation en commençant, par la toiture, donc par le haut, avec l'isolation des combles perdus. Donc on va voir les différentes cas de figure, hein, mais on va commencer avec des combles perdus. L'idée, de manière générale, en fait, quand on isole un logement, c'est on va toujours chercher à isoler au plus proche du volume que l'on chauffe. Donc quand on a des combles perdus, c'est-à-dire un espace qui n'est pas occupé, qui n'est pas chauffé, dans les combles, bah, on va pas venir isoler les rampants de la toiture, on va venir isoler le plancher des combles perdus pour être au plus proche du volume que l'on chauffe. Et donc là, bah, globalement, il y a 2 méthodes, hein, qui peuvent se faire pour isoler. C'est soit on fait, de l'isolation en posant des rouleaux, en déroulant des rouleaux d'isolant, ou alors on fait de l'insufflation. On vient, souffler un isolant, en vrac. Les 2 méthodes se font, et à nouveau, hein, il y a pas forcément une méthode meilleure qu'une autre. Là, ce qui va être important, c'est de savoir quelle est la résistance thermique que j'ai installée. Donc, on a dit tout à l'heure, hein, pour des combles perdus, un R de minimum 7, après, ça reste un minimum. C'est-à-dire que plus le R est grand, et mieux c'est. Donc, globalement, comme je vous l'ai dit, un 35-40 cm d'isolant, mais si on a l'opportunité d'en mettre plus, je vous y invite. C'est bien entendu plus intéressant. Donc là, on était plutôt dans le cas comble perdu. Si cette fois on a des combles aménagés, donc un espace qui est chauffé, un espace qui est habité, bah, cette fois on va venir isoler les rampants de la toiture, c'est-à-dire les pentes du toit. Donc là, bah, c'est même chose, hein, on isole cette partie-là. Par contre, c'est plutôt est-ce qu'on peut, accéder à cette zone par l'intérieur? Donc, est-ce qu'on isole par l'intérieur ou bien est-ce qu'on isole par l'extérieur? Isoler par l'extérieur, c'est un petit peu plus aussi, c'est plus cher, en termes de mise en œuvre, hein. Faut aussi installer l'échafaudage et cetera. Mais il y a des méthodes d'isolation par l'extérieur qui sont très efficaces, comme le sarking, notamment. Mais à nouveau, hein, par l'intérieur, par l'extérieur, c'est aussi dépendamment de ce qui est faisable techniquement. Mais ce qui va toujours, hein, je vais me répéter beaucoup là-dessus, mais ce qui va être important, c'est de regarder quelle valeur de résistance thermique j'ai installée dans mes rampants de toiture. Après, que vous le fassiez par l'intérieur ou par l'extérieur, finalement, c'est pas forcément ça qui va jouer sur la performance de l'isolant, hein. Les choix par l'intérieur ou par l'extérieur, c'est plutôt des contraintes physiques. Est-ce qu'on perd de la surface habitable? Est-ce que la toiture nécessite d'être refaite? Parce que s'il y a une réfection de la toiture à faire, bah, autant en profiter de devoir remplacer la couverture pour refaire de l'isolation par l'extérieur par la même occasion. Donc voilà un petit peu pour cette partie comble aménagée. Alors, avec les combles aménagés, je fais un petit aparté, parce que ça va être important, mais ça va être le confort d'été. Parce que souvent, quand on fait de l'isolation, on pense au confort d'hiver. On se dit, bah, je veux consommer le moins de chauffage possible, c'est tout à fait logique, hein. Mais c'est vrai que le confort d'été, ça entre de plus en plus en ligne de compte. Le choix de l'isolant, il va pas être anodin pour ça, surtout quand on a des combles aménagés. Vous avez peut-être déjà connu ça, des sensations de grosse chaleur dans les étages, sous les combles. Et en fait, le choix de l'isolant, il va être important parce que pour avoir un bon confort d'été, il va falloir chercher à avoir de l'inertie. L'inertie, en fait, ça va être la capacité d'un matériau à accumuler de la chaleur et ne pas vous la restituer à l'intérieur du logement. En fait, l'isolant va créer ce qu'on appelle un déphasage. Donc là, on a des petites courbes pour illustrer ce phénomène de déphasage, mais globalement, on a la température extérieure en rouge et la température intérieure en bleu. Un déphasage, ça va être, bah, sur le deuxième graphique, on voit qu'il y a un déphasage qui s'est créé de quelques heures. C'est qu'on voit que quand il y a un pic de chaleur à l'extérieur, donc là vers 14h, 14h30, le pic de chaleur à l'intérieur du logement, il a lieu vraiment plus tard et il n'est pas aussi accentué que sur le graphique de gauche. Où là, le graphique de gauche, bah, le pic de chaleur à l'intérieur, il a lieu pas très longtemps après le pic de chaleur extérieur et en plus de ça, il est quand même d'une ampleur assez importante. Et en fait, un isolant, qui ne va pas créer d'inertie, bah, malheureusement, ça va être très problématique pour, le confort d'été parce qu'il va faire très chaud, sous les combles, et ça, c'est notamment le cas de la laine de verre. En fait, la laine de verre, même si on a une bonne épaisseur, ça fonctionnera pour l'hiver, hein, la laine de verre, c'est un isolant, ça marchera pour l'hiver. Par contre, l'été, la laine de verre, ça va être problématique parce que la laine de verre, c'est un matériau qui n'est pas très dense, qui n'a pas une bonne densité et donc
cette absence de densité, ça crée une absence d'inertie et donc la laine de verre, elle ne crée pas de déphasage et donc il fait vite très chaud dans un logement, même isolé en laine de verre. Donc c'est pour ça que si vous avez des combles aménagés, le choix de l'isolant, il ne sera pas anodin et des isolants comme la laine de bois, par exemple, c'est des isolants qui ont une bonne densité, donc ont beaucoup plus d'inertie et qui permettent de créer ce déphasage qui assure un meilleur confort d'été. Donc je faisais ce petit aparté-là avec l'isolation de combles aménagés parce que c'est principalement là aussi que va se jouer le confort d'été. Si on continue la partie isolation, donc cette fois avec les planchers bas, même principe, hein, simplement c'est une autre zone qu'on va venir isoler. Souvent en rénovation, c'est par le dessous que ça va se procéder, hein, et donc voilà, là, l'épaisseur, elle est un petit peu moins élevée qu'en toiture, on est plus autour des 10-12 cm d'épaisseur. Et donc la technique la plus simple globalement, c'est de venir tout simplement poser l'isolant par le dessous. Alors soit on utilise des isolants souples pour des supports par exemple irréguliers, si on n'a pas la possibilité de mettre des panneaux bien lisses, on peut projeter un isolant au plafond, ou alors on peut mettre des panneaux d'isolant qu'on peut venir éventuellement recouvrir avec une finition, mais c'est vrai que c'est pas forcément non plus indispensable d'avoir une finition. Des fois, l'isolant, il peut être laissé à nu. Après, tout dépend aussi voilà, de la configuration de votre sous-sol. On enchaîne avec les murs. Donc là, les murs, c'est là que je vais distinguer bâti moderne et bâti ancien. Ça va être important. Mais on va commencer avec plutôt bâti moderne et avec une isolation par l'intérieur. Donc globalement, l'isolation par l'intérieur, on a un petit peu deux méthodes. Soit on a des panneaux d'isolant qu'on vient vraiment placer les uns à côté des autres, ou alors, à nouveau, on peut projeter ou insuffler un isolant en vrac. Globalement, l'isolation par l'intérieur, elle est moins chère que l'isolation par l'extérieur, mais par contre, on perd de la surface habitable et aussi, bien sûr, on occupe la pièce pendant toute la durée des travaux, ce qui peut être aussi un peu contraignant pour les habitants. Mais un des principaux problèmes, et on le voit sur ce schéma-là, c'est qu'une isolation par l'intérieur, on ne supprime pas complètement les déperditions thermiques et on va même créer ce qu'on appelle des ponts thermiques. Alors les ponts thermiques, pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer tout simplement une image. Donc ça, c'est une image issue d'une balade thermique qu'on a nous-mêmes organisée. Mais on voit bien, sur cette thermographie, on voit bien apparaître des murs de refend et même des planchers. Globalement, ça traduit souvent une isolation par l'intérieur. En fait, une isolation par l'intérieur, si on regarde le petit schéma de gauche, pour vous donner un exemple, là, on était dans le salon, on a commencé l'isolation, donc on l'a placé sur le mur. Par contre, pour monter au premier étage, le plancher, il nous gênait. Donc, on a dû couper l'isolant, on est monté à l'étage, on a repris l'isolation à partir du bas et on est monté jusqu'en haut. Le problème, c'est que sur l'épaisseur du plancher, il n'y a pas d'isolant du tout. Et donc, il faut savoir que le plancher, son matériau, si c'est, je ne sais pas moi, si c'est un plancher en béton, le béton, ce n'est pas un matériau isolant du tout. Donc, la chaleur, elle n'aura aucun problème à sortir en traversant par le béton. Et donc, ça, c'est un pont thermique. Et donc là, on voit concrètement sur la thermographie, on voit des zones qui sont beaucoup plus chaudes parce que la chaleur, elle arrive à sortir du logement à travers ces murs de refend, à travers ces planchers, parce que c'est des zones où il y a une interruption de l'isolation. Alors que si on prend une isolation par l'extérieur, cette fois, là, on voit tout de suite que l'isolant, il est placé de façon continue sur toute la surface du mur. Et donc là, au niveau du plancher, la chaleur, elle se retrouve bloquée. Elle ne peut plus sortir aussi facilement qu'avec une isolation par l'intérieur. Donc, c'est plus efficace d'un point de vue thermique de venir isoler par l'extérieur. Par contre, c'est aussi plus cher parce que il y a aussi notamment la nécessité d'installer un échafaudage, etc. Donc, c'est plus cher de manière générale, mais c'est quand même plus efficace d'un point de vue thermique et on ne perd pas de surface habitable. Par contre, on modifie l'aspect extérieur du logement. Donc, ça, c'est aussi important. Faut se renseigner auprès de la mairie, du service d'urbanisme notamment, parce que parfois, il peut y avoir des règles d'urbanisme à respecter quand on vient modifier l'aspect extérieur d'un logement. Et donc, l'isolant, il est placé comme ceci. Après, la finition derrière, là, on a un exemple de bardage bois, mais ce n'est pas forcément indispensable de mettre un bardage bois. On peut mettre un enduit tout à fait classique, comme on peut retrouver sur du bâti moderne, vraiment des enduits tout à fait classiques. Le bardage, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Et donc là, on a une autre thermographie, d'une autre balade thermique qu'on a organisée, mais l'idée, c'est que là, on voit concrètement un pignon qui a été isolé par l'extérieur. On voit bien la différence avec la façade qui, elle, n'a pas été isolée. On voit vraiment une différence de couleur, ce qui traduit une différence de température. La température est bien plus froide sur le pignon parce qu'en fait, la chaleur, elle ne sort pas du logement, donc elle ne vient pas réchauffer la paroi. Donc, on voit concrètement l'impact que ça peut avoir d'isoler par l'extérieur. Et donc là, on ne voit pas apparaître des murs de refend, des planchers, etc. parce que l'isolation
isolant, il est vraiment placé à l'extérieur, devant tout ça. Donc c'est aussi un, un visu vraiment concret de pourquoi c'est plus intéressant d'isoler par l'extérieur. Alors, si je continue avec le bâti ancien notamment, les murs. Donc là, ce que je vous ai présenté juste avant, c'était plutôt pour du bâti moderne. Le bâti ancien, c'est vraiment différent parce que les murs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des matériaux type de la pierre meulière, par exemple. C'est des matériaux qui, en fait, sont dits perspirants. Ils ont des propriétés de perspirance. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire qu'ils laissent passer la vapeur d'eau assez facilement de l'intérieur vers l'extérieur du logement, comme on peut le voir sur ce schéma. Et l'idée, quand on isole les murs d'un bâti ancien, c'est de faire très attention à ne pas venir interrompre ce flux de vapeur d'eau. Et je prends un exemple du bâti ancien, faire une isolation par l'extérieur en polystyrène, c'est vraiment très déconseillé et très dangereux. Pourquoi? Parce que la vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur du logement, elle va réussir à traverser votre mur parce que, comme je l'ai dit, la pierre, c'est un bâtiment très perspirant. Donc la vapeur d'eau, elle aura aucun problème à traverser votre mur. Par contre, si derrière, vous avez mis du polystyrène, le polystyrène, c'est un matériau qui est très résistant au passage de la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau, elle va se retrouver bloquée entre votre mur et le polystyrène. Et ça, c'est problématique parce que la vapeur d'eau, si elle est bloquée, qu'est-ce qu'elle va finir par faire? Elle va finir par se condenser. Et donc, en se condensant, elle va créer de l'humidité. Et l'humidité, voilà, pour un mur, ça peut être très problématique pour son intégrité. Donc, c'est vraiment important pour du bâti ancien de faire une isolation adéquate. Et donc, le choix de l'isolant, il faudra choisir un isolant qui a aussi des propriétés de perspirance, notamment des isolants comme le chanvre. Le chanvre, c'est un isolant qui est plutôt bien adapté pour le bâti ancien. C'est un isolant qui est assez perspirant, donc qui laisse transiter la vapeur d'eau. Ça évitera toute problématique. Et donc, finalement, le bâti ancien, c'est préférable de venir isoler par l'intérieur pour limiter toute problématique d'humidité. En plus de ça, le bâti ancien, souvent l'extérieur, on n'a pas envie de le modifier parce que souvent c'est de la pierre apparente, donc c'est un aspect esthétique aussi qui entre en ligne de compte. Et parfois, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les mairies tout simplement qui peuvent vous l'interdire si votre maison si elle est classée, si elle est dans une zone classée, si elle est près d'un bâtiment historique, etc. Vous n'avez peut-être même pas le droit de faire une isolation par l'extérieur. Donc par l'intérieur, c'est plutôt conseillé et avec un isolant qui a des propriétés de perspirance. Après, un compromis finalement qui peut aussi avoir lieu, parce que isolé par l'intérieur, on perd de la surface habitable. Un compromis qui peut être intéressant, ça va être de réaliser ce qu'on appelle un enduit, finalement une correction thermique, et notamment l'enduit chaud-chanvre. C'est pas une isolation à proprement parler, mais c'est une correction thermique. On applique un enduit à l'intérieur, un mélange de chaud et de chanvre, et donc l'idée, ça va être de permettre d'apporter une petite résistance thermique, mais elle n'est pas très élevée globalement, mais c'est surtout, ça permet de couper un peu l'effet de paroi froide. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir une paroi froide, ça peut engendrer des augmentations de consommation de chauffage parce que ça baisse notre température ressentie. Donc l'enduit chaud-chanvre, ça peut être une alternative assez intéressante pour du bâti ancien. Donc voilà pour les murs. Alors je vais continuer avec le vitrage parce que finalement on parle d'isolation, donc toiture, plancher, les murs, mais le vitrage ça fait aussi partie de l'enveloppe du bâtiment et parfois la surface de vitrage elle est quand même assez importante dépendamment de votre logement. Donc là ce qui va être important, ça va être la température de paroi. Comme je vous disais tout à l'heure, on va éviter le simple vitrage parce que le simple vitrage globalement, ça crée des parois vraiment très froides et donc ça influe sur notre ressenti et donc derrière sur nos consommations de chauffage. Donc le simple vitrage, évidemment aujourd'hui plus personne n'en met de nouveau. Par contre, si vous en avez, ça peut être intéressant d'envisager de le remplacer pour au moins mettre du double vitrage. Alors il y a du triple vitrage, c'est vrai, mais globalement le triple vitrage, c'est quand même bien plus cher que du double vitrage et pour le gain que ça apporte, c'est pas forcément nécessaire. C'est vrai que le triple vitrage, ça peut être plus adapté pour notamment des constructions neuves qui recherchent par exemple à se labelliser maison passive. Ça c'est vrai que c'est plus adapté dans ce cadre-là. Après, en rénovation, le double vitrage, il y a du double vitrage vraiment très performant. Donc, il faut quand même regarder les propriétés techniques des fenêtres. Donc ça, c'est important que l'artisan vous le détaille. Mais voilà, il y a du double vitrage soit avec de l'air, soit avec de l'argon. Donc, entre les deux vitrages, l'argon, c'est un gaz inerte qui globalement a des propriétés plus intéressantes que l'air en termes d'isolation. Mais en tout cas, il y a du double vitrage de très bonne qualité qui peut largement suffire pour avoir une meilleure température de paroi et donc un meilleur ressenti thermique. Donc ça, c'était la partie plutôt vitrage. Après, il y a la partie ventilation que je voudrais aborder. Je ne vais pas passer trop de temps dessus.
Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que isoler un logement, c'est vraiment très bien pour limiter au maximum votre besoin de chauffage. Par contre, isoler, ça ne veut pas dire se calfeutrer. La ventilation, c'est vraiment essentiel, c'est indispensable pour éviter tous les problèmes d'humidité. La ventilation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on chasse la vapeur d'eau, on l'extrait du logement pour l'envoyer vers l'extérieur. Et donc, on ne peut pas faire des travaux d'isolation sans avoir une réflexion sur la ventilation. Donc, ventilation, il y a différents types de systèmes qui existent. Globalement, là, ce qui est représenté sur les schémas, c'est une ventilation simple flux. La ventilation simple flux, c'est on a un bloc moteur qui est représenté ici et juste ici. Le bloc moteur, il est chargé d'extraire le logement et de l'envoyer d'extraire l'air vicié du logement pour l'envoyer vers l'extérieur. Et donc, souvent, c'est les pièces humides comme cuisine, salle de bain, WC. C'est là qu'on retrouve les bouches d'extraction qui sont reliées à la VMC et qui l'envoient vers l'extérieur. Tandis que les entrées d'air, cette fois, elles sont plutôt situées dans les pièces sèches, comme les chambres, le séjour, salle à manger, etc. Et les entrées d'air, elles ne sont pas reliées au moteur. Et en fait, c'est simplement des petites entrées qu'on appelle des mortaises qui sont situées sur les fenêtres, notamment. Donc ça, c'est un exemple de VMC simple flux. Après, il y a d'autres systèmes de VMC. Là, je ne vais pas m'étaler dessus. Je vois l'heure qui tourne assez rapidement, donc on pourra l'évoquer plutôt dans la partie questions-réponses. Donc, on a terminé cette partie d'efficacité, beaucoup centrée sur l'isolation, et on va pouvoir terminer avec la partie plutôt renouvelable. Et je vais même plutôt que de parler de renouvelable, je vais plutôt parler de chauffage en fait de manière générale parce que voilà, ça va regrouper plusieurs types de chauffage. Donc maintenant qu'on a un logement qui est sobre et qui est efficace, et ben on va se poser la question de quelle est la source d'énergie qui répond à mon besoin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet avec des exemples, je vais simplement faire un petit rappel sur les différents transferts de chaleur qui peuvent s'opérer dans un logement. On en distingue 3, la conduction, la convection et le rayonnement. Donc, pour vous expliquer très simplement ce que c'est, la conduction, c'est un transfert de chaleur entre deux objets qui sont en contact direct. Donc là, on a un exemple, on tient une poignée de casserole qui est chaude, il y a un transfert de chaleur qui s'opère de la poignée vers la main. Ça va toujours du plus chaud vers le plus froid. Donc, c'est un transfert d'énergie de chaleur par contact. Alors que la convection, ça, c'est un transfert d'énergie dû à un mouvement de fluide. Donc, c'est par exemple, donc là, on a un mouvement de fluide, donc c'est l'eau, mais un mouvement d'air, par exemple, c'est de la convection. Et ça va être important, notamment pour on va parler de radiateurs électriques, on va parler de convecteurs. Globalement, souffler de l'air chaud, c'est un mouvement de convection, mais c'est aussi un transfert de chaleur. Et il n'y a aucun contact physique entre le radiateur et nous, par exemple. C'est simplement souffler de l'air chaud, mais c'est de la convection. Et le dernier mode de transfert, c'est le rayonnement. Le rayonnement, alors là, c'est un transfert de chaleur, un transfert d'énergie par rayonnement électromagnétique. Donc là, globalement, c'est pas quelque chose de visible, sauf si on avait justement une caméra thermique, une caméra infrarouge notamment, on pourrait le voir. Mais il faut savoir qu'on émet tous du rayonnement, et donc ça peut être une source de transfert de chaleur également dans un logement. Donc c'est important d'avoir ces notions en tête. De conduction, c'est vraiment le contact physique. Convection, c'est plutôt un mouvement de fluide comme un mouvement d'air. Et le rayonnement, donc cette fois le rayonnement électromagnétique. Et donc, si on commence avec les solutions de chauffage, donc là, ce soir, on parle de maisons chauffées à l'électricité, donc on va commencer avec les radiateurs électriques, tout simplement. Donc, il y a différents types de radiateurs électriques qui existent. On a des convecteurs comme on voit sur la gauche, des panneaux rayonnants comme on voit ici, ou bien des radiateurs à inertie, des radiateurs à accumulation. Et à nouveau, dans chaque catégorie, on a plusieurs types différents, plusieurs technologies différentes qui existent. Je pense aux convecteurs. Là, on a un modèle de convecteur électrique, mais on a aussi les anciens modèles qu'on surnomme les grille-pains. C'était pas le même type exactement, mais ça reste des convecteurs. L'idée, et c'est là où c'est très important justement par rapport à la slide que je vous présentais juste avant, c'est que des radiateurs électriques,
enfin, que ce soit convecteur, panneau rayonnant ou inertie et accumulation, ça reste des radiateurs qui ont une consommation 100% électrique, hein. Donc, il n'y a pas vraiment un radiateur forcément plus performant qu'un autre, mais ça va être surtout le ressenti, le confort thermique que l'on va ressentir, parce que ça ne va pas être le même transfert de chaleur qui va s'opérer. Le convecteur, ça va vraiment être de la convection, ça va être une sensation d'air soufflé, d'air chaud qui circule, tandis que des radiateurs à inertie, là, ils vont plutôt faire appel à du rayonnement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un matériau à l'intérieur de votre radiateur à inertie, un matériau, alors souvent ça peut être des radiateurs à cœur de fonte, un matériau qui accumule la chaleur et qui ensuite la rayonne. C'est beaucoup moins instantané qu'un convecteur, mais par contre, en termes de confort de chauffe, c'est vraiment pas la même chose. Donc, c'est vraiment différentes technologies qui existent. Et donc, ils n'ont pas tous les mêmes critères de performance, mais vous pouvez notamment vous fier au certificat. Donc là, c'est la certification électricité performance, donc NF 3 étoiles. C'est si jamais vous achetez des nouveaux radiateurs électriques, n'hésitez pas à regarder cette certification-là, parce que ça permet aussi de voir les radiateurs qui sont les plus performants sur le marché. Mais c'est vraiment important de comprendre la différence sur la méthode de restitution de la chaleur. Le convecteur, ça va vraiment être l'objectif, ça va de créer un mouvement d'air chaud, tandis que les radiateurs à inertie, ça va être plutôt de rayonner. Donc le confort est vraiment différent. Donc ça, c'est les radiateurs électriques, c'est une solution. Après, on a également les pompes à chaleur qui peuvent s'envisager. Donc, avant que je parle plus concrètement d'une pompe à chaleur, je vais simplement rappeler le principe d'une pompe à chaleur, hein, pour bien comprendre ce que c'est. Une pompe à chaleur, globalement, alors là, on a un schéma du cycle d'une pompe à chaleur, mais l'idée, ça va être de récupérer des calories à l'extérieur du logement pour vous les restituer à l'intérieur du logement. Et donc, ça va être un cycle, finalement, il y a notamment le compresseur qui va être très important, mais la pompe à chaleur va récupérer ces calories, va vous les restituer dans le logement, et finalement, c'est un cycle qui se répète en permanence. Pour connaître la performance d'une pompe à chaleur, vous pouvez regarder ce qu'on appelle son coefficient de performance. C'est noté le COP, le COP, donc le coefficient de performance. Il faut savoir que le COP, ça correspond en fait à l'énergie restituée par la pompe à chaleur dans le logement par rapport à l'énergie électrique qu'elle aura consommée. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une pompe à chaleur, l'énergie, elle ne tombe pas non plus que du ciel, hein, elle possède un compresseur notamment, et ce compresseur, il consomme de l'électricité chez vous. Donc l'idée, c'est que le COP, plus il va être grand, et plus ça veut dire que la pompe à chaleur, elle arrive à vous restituer de l'énergie en consommant le moins possible d'électricité. Donc souvent, on est sur des COP autour de 3 ou 4. Globalement, ce qu'il faut comprendre avec le COP, c'est que le fabricant, il vous annonce un COP d'une telle valeur, mais il faut bien comprendre qu'un COP, ce n'est pas une valeur statique, parce qu'en fait, c'est une valeur qui va dépendre des conditions météorologiques extérieures, mais aussi des conditions finalement intérieures du logement, c'est-à-dire quelle température vous voulez. On comprend facilement que plus il fait froid dehors, et plus le COP, il va avoir tendance à diminuer. Et donc là, on voit un tableau ici, donc ça, c'est vraiment issu d'un devis de pompe à chaleur, enfin d'une fiche technique d'une pompe à chaleur que l'on m'a envoyée récemment. On voit les valeurs du COP qui varient en fonction de la température en aval et de la température en amont. Donc, la source froide à l'extérieur, plus il fait froid, et plus le COP est faible, alors que plus il fait chaud à l'extérieur et plus le COP est élevé. Et à l'intérieur du logement, même chose, plus on demande une température élevée et plus le COP il va avoir tendance à diminuer. Donc c'est bien important de comprendre que faites attention, on vous annonce un COP d'une telle valeur, mais comprenez bien que ça reste, ça reste une valeur statique qui a été probablement définie dans des conditions de laboratoire, mais un COP, c'est vraiment pas statique, ça varie constamment. Donc, sinon, effectivement, la pompe à chaleur, ça reste une solution envisageable. Alors, quand on est sur un logement chauffé à l'électricité, comme c'est le sujet de ce soir, ça sous-entend qu'on n'a pas de réseau hydraulique de chauffage chez soi. On n'a pas de radiateur, on n'a pas de tuyau avec de l'eau qui circule. Donc, en fait, la pompe à chaleur à laquelle on va devoir faire appel, si on ne veut pas avoir à installer toute une installation hydraulique, ça va être la pompe à chaleur air-air. Donc, pourquoi il y a deux termes? Le premier, ça représente l'origine, finalement, d'où va prélever les calories. Donc, c'est l'air extérieur. Et le deuxième terme, c'est plutôt la restitution. La pompe à chaleur, elle va vous restituer ces calories à nouveau sous forme d'air. Donc, généralement, on aura des splits, hein,
comme des aérateurs finalement qui vous soufflent de l'air chaud dans le logement. Donc à nouveau, rappelez-vous sur les transferts de chaleur, c'est ce qu'on appelle la convection. Donc ça, c'est la pompe à chaleur RR, c'est une solution envisageable quand on est chauffé au tout électrique, on peut faire installer une pompe à chaleur RR. Là où il faut faire attention, donc le confort de chauffe, effectivement, parce que c'est un système convectif, hein, c'est-à-dire on vous souffle de l'air chaud. Donc ça peut sembler, c'est pas forcément le confort le plus intéressant, c'est assez localisé finalement. Si on est à proximité, ça va, mais quand on s'en éloigne, on a tendance à avoir un peu plus froid. Les coûts de fonctionnement, là, je vous l'ai dit, hein, une pompe à chaleur, ça possède un compresseur. Un compresseur, ça consomme de l'électricité. Donc, si on a un logement qui est vraiment pas bien isolé du tout, la pompe à chaleur, faut vraiment pas prendre ça comme un produit miracle qui va vous faire des économies d'énergie, hein. Si le logement il est très mal isolé, la pompe à chaleur, elle va devoir faire appel très fortement à son compresseur. Donc, les consommations électriques vont être très élevées. Donc, il faut faire attention à ça. Le bruit, c'est vrai que c'est souvent une question que l'on pose sur le niveau de bruit d'une pompe à chaleur. Là, à nouveau, ça dépend du modèle, hein. Tous les modèles ne sont pas équivalents à ce niveau-là, mais c'est vrai que le bruit, ça peut être une question problématique avec les pompes à chaleur. Donc, c'est important de regarder le niveau de décibels qui est indiqué sur la fiche technique de l'appareil. Mais il y a des pompes à chaleur qui sont quand même très silencieuses, hein, donc c'est pas systématique qu'on a du bruit avec une pompe à chaleur. Mais c'est vrai que il y a certains modèles qui peuvent être plus bruyants que d'autres. Il faut aussi regarder à quel emplacement sera placée l'unité extérieure de la pompe à chaleur. Est-ce qu'elle est pile en face d'un voisin ou pile à côté d'une chambre? Enfin voilà, faut se poser ces questions-là. Mais il y a des modèles quand même qui sont très silencieux, donc c'est pas non plus systématique. L'appoint qui peut être nécessaire, hein, parce que on ne peut pas forcément répondre à tous ces besoins avec une pompe à chaleur RR, donc parfois ça nécessite un appoint. Le rafraîchissement en été, ça faut faire attention parce que c'est vrai que ça peut sembler un petit peu intéressant, la pompe à chaleur RR. On se dit, voilà, en été, je réchauffe, en hiver, je réchauffe et en été, je vais refroidir, je vais souffler de l'air froid. Alors oui, ça peut se faire. Les pompes à chaleur réversibles qui font aussi climatisation l'été. Mais forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une consommation supplémentaire que vous n'aviez pas auparavant. Donc là, à nouveau, c'est des consommations en plus électriques. Donc ça peut être le revers de la médaille finalement. Et donc, ce qui est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas installer un appareil surdimensionné. Et c'est pour ça que je me répète à nouveau, mais les travaux d'isolation, ça doit bien avoir lieu avant l'installation d'un nouveau système de chauffage. Parce que le chauffagiste, il vient chez vous et il dimensionne un appareil qui doit répondre à vos besoins. Et il prend en compte le niveau d'isolation du logement dans son dimensionnement. C'est vraiment obligatoire. D'ailleurs, vous pouvez lui demander une note de dimensionnement, comment il a choisi son appareil. Mais il prend en compte le nombre de personnes, la température qu'il fait en moyenne à l'extérieur, la température que vous demandez à l'intérieur, et il prend en compte le niveau d'isolation. Donc, c'est important de ne pas avoir un appareil surdimensionné qui pourrait consommer davantage. Autre solution que la pompe à chaleur RR, ça va être de faire appel à des appareils indépendants de chauffage au bois. Donc là, j'ai mis un exemple, c'est le poêle. Il y a aussi les inserts, les foyers fermés, mais globalement, c'est des appareils indépendants, c'est-à-dire que ça va pas remplacer votre système intégral, hein. Ça ne pourra pas couvrir 100% de vos besoins, mais ça peut être une alternative intéressante pour chauffer une pièce principale, par exemple un séjour, et puis même faire passer le conduit de fumée par d'autres pièces pour que ça contribue au chauffage des chambres à l'étage, par exemple. Mais c'est vrai que les poêles à bûches, les poêles à granulés, ça peut être une solution intéressante et ça peut fonctionner quand on a du chauffage électrique, hein. Là, pour le coup, c'est pas une problématique. À nouveau, il n'y a pas de réseau hydraulique de chauffage avec ça. Et donc, ça peut être des systèmes à envisager. Donc, globalement, ça peut être des poêles à bûches, des poêles à granulés ou un mix des deux. Globalement, les poêles à bûches, c'est une alimentation manuelle. Poêles à granulés, l'alimentation se fait automatiquement. Alors, bien sûr, il faut quand même acheminer le granulé jusqu'à l'appareil, hein. Mais voilà, ça peut servir de chauffage. Alors, chauffage principal, hein, oui, mais c'est pas le chauffage unique, hein. Dans le logement, vous aurez toujours besoin d'un autre système pour couvrir l'ensemble des besoins. Il faut un espace dédié aux conduits de fumée, ça c'est aussi important. Il faut un espace de stockage, donc avec tous les appareils au bois, globalement, le stockage c'est vraiment important. De stocker des granulés dans un espace sec pour éviter les problèmes d'humidité. Et pour le choix des appareils au bois, notamment, vous pouvez regarder le label. S'il y a le label Flamme Verte 7 étoiles, globalement, c'est un label qui permet de connaître si l'appareil répond à des critères
des critères techniques de performance qui sont exigés. Le label Flamme Verte 7 étoiles, il est plutôt intéressant dans ce domaine-là. Et à nouveau, je me répète encore, mais l'appareil surdimensionné, ça fonctionne pour tout type de système. Donc les appareils indépendants de chauffage, ça peut être une alternative tout à fait pertinente. Après, ce qui est aussi pertinent, et je ne l'avais pas encore évoqué jusqu'à présent, mais ça va être tout simplement le thermostat. En fait, là, on ne change pas de système de chauffage, mais on va faire appel à finalement un système qui permet de réguler et de programmer la température que l'on veut dans le logement. Donc, ça correspond plutôt à un éco-geste finalement en soi. Donc, on se retrouve plutôt dans l'étape de sobriété, mais c'est tellement lié au chauffage que je préférais en parler ici. Donc, la régulation, globalement, ça permet de maintenir une température ambiante à une valeur qu'on a choisie. On commande l'installation de chauffage selon une température. Ça peut être selon la température extérieure, ça peut être selon les apports qu'on peut avoir, comme par exemple le soleil qui peut contribuer à chauffer le logement. Tout ça, si on régule la température, ça permet de maîtriser ses consommations d'énergie. Tandis que la programmation, là, ça va être plutôt de faire varier la température en fonction des besoins des occupants. Par exemple, le jour ou la nuit, en période de présence, en période d'absence, les week-ends, les vacances, etc. On ne chauffe pas de la même manière. Donc les thermostats, c'est vraiment des investissements plutôt intéressants. Et quand on a des radiateurs électriques, alors ça dépend des radiateurs, mais on peut faire relier des radiateurs électriques existants à un système de thermostat général. Ça peut être sans fil, ça peut être filaire, mais ça peut permettre concrètement d'avoir le contrôle sur ses consommations d'énergie. On ne chauffe pas toutes les pièces de la même manière, et on ne chauffe pas de la même manière le jour comme la nuit, etc. Donc le thermostat, c'est vraiment un outil très intéressant pour maîtriser ses consommations d'énergie au quotidien. Alors là, j'ai beaucoup parlé de la partie chauffage. Je vais simplement terminer avec la partie eau chaude sanitaire. On ne l'a pas encore évoqué, mais en fait, ça peut être intéressant d'envisager si on a un projet de remplacement d'un ballon d'eau chaude électrique, par exemple. Il y a d'autres systèmes qui existent qui ne sont pas 100% électriques. Et donc, je vais les présenter. Mais globalement, on en distingue deux. C'est le chauffe-eau thermodynamique. Donc, souvent, il est noté CET, chauffe-eau thermodynamique, et le chauffe-eau solaire thermique. Globalement, c'est deux systèmes qui peuvent se mettre en place et qui peuvent avoir aussi l'intérêt d'être des systèmes indépendants de votre système de chauffage. Alors vous, là, on est plutôt dans le cas de maison chauffée à l'électrique, donc finalement, le ballon électrique, il est aussi indépendant. C'est plutôt quand on est dans le cas d'une chaudière centrale. Mais c'est vrai que avoir un système indépendant qui est uniquement dédié à l'eau chaude sanitaire, ça a l'intérêt, si par exemple le système de chauffage tombe en panne, le système d'eau chaude sanitaire, lui, il continue de fonctionner. Mais pour le coup, le chauffe-eau thermodynamique et le chauffe-eau solaire, c'est des solutions assez intéressantes pour avoir un apport finalement gratuit pour chauffer l'eau chaude dans le logement. Le chauffe-eau solaire, sur quoi ça se base? Ça se base sur des panneaux solaires thermiques qui sont placés la plupart du temps sur le toit. Donc l'idée, ça va être grâce au rayonnement solaire, il y a des capteurs solaires en fait qui vont venir récupérer ce rayonnement et qui vont le transformer en chaleur. Et donc après, on a un fluide là qui circule et qui va transférer cette chaleur à l'eau chaude. Et donc l'eau chaude après qui circule dans le logement, dans les éviers, dans la douche, etc. Donc ça, c'est le chauffe-eau solaire thermique. Alors que le chauffe-eau thermodynamique, c'est quoi son principe de fonctionnement? Ça va être l'utilisation d'une petite pompe à chaleur, mais qui est vraiment uniquement dédié au chauffage de l'eau chaude sanitaire. C'est pas une pompe à chaleur qui va être utilisée pour le chauffage. Elle va vraiment être consacrée uniquement au ballon d'eau chaude. Et donc l'intérêt, ça va être de récupérer des calories dans l'air extérieur pour contribuer au chauffage de l'eau chaude sanitaire. Tandis que un ballon électrique, lui, c'est 100% d'électricité qui est consommée pour chauffer l'eau contenue dans le ballon. Donc ça, c'est deux alternatives qui peuvent s'envisager si vous avez la réflexion sur un remplacement de système de production d'eau chaude sanitaire. Voilà, c'est deux systèmes qui sont pertinents. Il faut savoir que les panneaux solaires thermiques, déjà, c'est une technologie qui est quand même relativement simple. Un panneau solaire thermique, en soi, c'est juste une vitre avec globalement des tuyaux en dessous. C'est rien de très compliqué. Pas comme, par exemple, les panneaux photovoltaïques. Là, c'est différent. Les panneaux photovoltaïques, c'est une technologie
qui est un petit peu plus ardu qu'un panneau thermique. Et il faut savoir que dans notre région, il y a un potentiel solaire qui est quand même intéressant, hein. On a beau ne pas avoir des températures comme dans le sud de la France, c'est pas non plus qu'une question de chaleur, c'est une question beaucoup de rayonnement. Donc, si on a une toiture qui est bien orientée au sud, qui est bien inclinée et où on n'a pas par exemple, un bâtiment ou un arbre qui fait de l'ombre sur la toiture, ça peut être très intéressant d'envisager un chauffe-eau solaire thermique, hein. C'est des systèmes qui fonctionnent plutôt bien dans notre secteur. L'idée, c'est d'avoir un potentiel intéressant. Donc ça, vous avez l'opportunité aussi de demander des devis, hein, pour avoir une idée du potentiel qui se cache chez vous. Donc voilà un petit peu là on a fait le tour des 3 étapes du scénario négawatt que je vous présentais, hein, sobriété, efficacité, renouvelable. Je vais simplement terminer pour conclure un petit peu ce webinaire sur la possibilité de se faire accompagner dans le cadre d'un projet de rénovation. C'est ce que j'évoquais lorsque je présentais l'association Énergie Solidaire, mais je vous expliquais que notre association, elle porte un espace conseil France Rénov'. D'ailleurs, on voit le logo juste derrière moi. C'est justement la possibilité de se faire accompagner dans votre projet. L'idée, c'est que vous pouvez nous appeler ou alors prendre un rendez-vous sur notre site internet. Donc là, je vous ai mis notre numéro de téléphone, notre site internet également, parce qu'on peut en fait vous proposer finalement un accompagnement pour répondre à des questions comme, par exemple, quels travaux je dois faire, comment est-ce que je peux trouver des artisans, quelles aides financières je peux prétendre, quelles sont les démarches à mettre en œuvre. On est vraiment là pour vous accompagner. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un service public qui est gratuit, neutre, indépendant. On n'a rien à vous vendre, hein. On n'a pas d'intérêts commerciaux à vous conseiller. C'est vraiment plutôt d'être un tiers de confiance dans votre projet de rénovation. On peut également vous proposer une relecture de devis. Si vous avez des devis que vous avez un peu de mal à vous y retrouver, vous pouvez nous les envoyer, on fait le point ensemble. Et l'idée, c'est que vous pouvez nous appeler à l'improviste et on peut faire un conseil par téléphone. Alors, on est très sollicité, d'autant plus avec le contexte d'augmentation des coûts de l'énergie, on est vraiment très sollicité. Donc, je m'excuse par avance si on ne répond pas du premier coup. Faut pas hésiter à insister un petit peu. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site internet, donc énergie-solidaire.org. On a un outil de prise de rendez-vous en ligne. Et donc là, vous pouvez choisir votre créneau et indiquer si vous préférez un rendez-vous par téléphone ou un rendez-vous en présentiel dans nos locaux à Carrières-sous-Poissy. Ça peut être notamment l'intérêt, c'est de pouvoir profiter de la matériothèque pour illustrer concrètement les méthodes de mise en œuvre. Après, c'est vrai que les rendez-vous, ça part aussi très vite, hein. Comme je vous l'ai dit, on est très sollicité. Et les créneaux de rendez-vous, on les ouvre un mois à l'avance. Donc là, on a ouvert les créneaux de rendez-vous sur tout le mois de novembre et sur début décembre également. Mais si les créneaux ne sont pas encore disponibles, sachez que c'est un mois à l'avance qu'on les ouvre. Mais c'est vrai qu'on est très sollicité. Donc, à nouveau, je le redis, mais il ne faut pas hésiter à insister. On est une équipe de conseillers, mais on est à votre écoute et on est là pour vous permettre que votre projet se fasse au mieux. Et donc, très rapidement, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça va être aussi le but, ça va être que vous faites appel à nous, hein, si vous voulez un conseil plus poussé. Mais au niveau des aides financières, je vais simplement présenter les quelques dispositifs qui existent, mais assez rapidement. Le premier, ça va être MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', ça représente les aides de l'État, les aides publiques. MaPrimeRénov', ça a remplacé le crédit d'impôt. Si vous voyez des informations sur Internet, sur des professionnels, des artisans, peu importe qui, si on vous parle de crédit d'impôt, l'info, elle est plus à jour. Le crédit d'impôt, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est MaPrimeRénov' qui l'a remplacé. Et donc, c'est pas sous forme de crédit d'impôt, c'est sous forme d'argent qu'on vous reverse directement à l'issue des travaux. Donc, MaPrimeRénov', les aides de l'État, les aides publiques. On voit qu'il y a différentes catégories de ressources. Il y en a 4. Hein. D'ailleurs, il y a un code couleur, c'est bleu, jaune, violet et rose. Donc, vous pourrez regarder à quelle catégorie vous faites partie en fonction de vos revenus et du nombre de personnes qui occupent le logement. Mais on voit qu'il y a différents montants d'aide en fonction du type de travaux. Donc ça, c'est un exemple vraiment très, très bref. Hein. Il y a bien d'autres postes de travaux qui sont concernés. C'est simplement pour vous donner un petit exemple. Donc, MaPrimeRénov', les aides de l'État. Et le deuxième dispositif, ça s'intitule les certificats
certificats d'économie d'énergie, les C2E. Les C2E, ce sont des aides privées, cette fois, c'est une aide qui est versée par les énergéticiens. Vous avez peut-être entendu parler, les aides Engie, EDF, Total, Carrefour, Auchan, peu importe. Tous les vendeurs d'énergie en France sont obligés de remplir des quotas de distribution de C2E. C'est l'État qui leur impose. S'ils ne remplissent pas leurs quotas, ils se retrouvent à payer des pénalités financières. Donc les C2E, c'est quelque chose que vous pouvez mobiliser auprès d'un fournisseur d'énergie. Et ce, peu importe si vous êtes client ou pas. Vous n'avez pas besoin d'être client chez, par exemple, je ne sais pas, moi, chez Total, pour lui demander une prime C2E pour l'isolation de vos murs. Et le fournisseur d'énergie n'aura pas non plus à vous demander de signer un contrat. En fait, leur intérêt à eux, ça repose dans le fait de remplir leur quota, comme je vous avais indiqué. Sinon, ils payent des pénalités financières. Donc, c'est vraiment indépendant de votre fournisseur d'énergie. Il n'y a rien qui vous oblige à forcément faire appel à votre propre fournisseur. Mais donc, les C2E, c'est un autre dispositif que vous pouvez demander. Donc voilà un petit peu pour ce webinaire. Je vais simplement terminer en vous présentant finalement la suite du programme des semaines de l'éco-rénov'. Je rappelle, la communauté d'agglomération de Boucles-de-Seine organise ces semaines de l'éco-rénov'. La conférence de lancement a eu lieu samedi dernier. Cette semaine, c'est un cycle de webinaires qui a lieu. Donc là, c'est le premier sur les maisons chauffées à l'électricité. Mais il y a toute une suite de programmes finalement qui est prévue. Donc notamment, le jeudi 20 octobre, la visite d'un chantier de rénovation de copropriété. Alors, peut-être que ça vous concernera moins, d'autant que, c'est pas nous qui gérons directement cette animation-là, c'est Solia 95, et ça se passe à Bezons, mais si je dis pas de bêtises, c'est quand même pour les habitants de Bezons cette visite de chantier, mais si jamais vous en faites partie, ça peut être tout à fait intéressant de visiter ce chantier-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce samedi, 22 octobre, on a l'Escape Game Mission Climat 2050 qui sera présent à Saint-Germain-en-Laye. Donc là, c'est vraiment un escape game, un jeu de 30 minutes. Alors 45, c'est vrai, avec le débrief, mais c'est le jeu en lui-même dure 30 minutes. Donc on sera présent à Saint-Germain-en-Laye samedi. Le Nomade Apart qui sera présent à l'Étang-la-Ville. Donc le Nomade Apart, c'est un camion aménagé pour sensibiliser sur les économies d'eau et d'énergie. Donc si vous êtes dans le secteur, on sera présent toute la journée samedi à l'Étang-la-Ville. Si on continue, on a également des permanences. Alors, les permanences, qu'est-ce que c'est? C'est le conseil France Rénov'. En fait, on va faire des permanences délocalisées, c'est-à-dire qu'on va venir dans ces différentes villes sur ces jours-là, donc du 14 au 18 novembre. On sera présent, voilà, Vézinay, Montesson, Le Pec, Chatou et Louvciennes. Donc, il y aura un conseiller d'énergie solidaire qui sera présent. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne aussi pour vous réserver un créneau de 45 minutes pour échanger sur un projet de rénovation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les artisans, les aides financières, les devis, etc. C'est l'occasion de faire un point. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre visite de rénovation le samedi 19 novembre qui peut vous intéresser pour avoir concrètement un retour d'expérience sur un foyer qui a réalisé des travaux de rénovation. Si vous avez envie de savoir comment ça s'est passé, il y a une visite de rénovation qui va se faire le 19 novembre. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aussi vous inscrire. Les balades thermiques, je l'évoquais tout à l'heure, les balades thermiques, c'est des animations plus techniques, on va dire. Ça se passe en décembre parce qu'il faut aussi qu'il fasse frais dehors. Ça fait partie c'est un peu le but du jeu, c'est qu'il y a un écart de température important entre l'intérieur du logement et l'extérieur. Donc, c'est pour ça que ça se fait en décembre. Mais ça permet concrètement, on fait une petite balade dans un village et en fait, on va observer. Alors, il y a des maisons, on va dire, qui auront été présélectionnées, mais l'idée, ça va être d'utiliser une caméra thermique pour observer les déperditions thermiques des logements et voir concrètement tel type d'isolation, ça rend quoi en thermographie, etc. Donc, c'est des animations qui sont très intéressantes. Donc, on est présent sur plusieurs villes, comme vous pouvez le voir, à plusieurs dates différentes. Donc, c'est aussi sur inscription. Donc, il ne faut pas hésiter à venir participer à ces soirées thermiques. Et enfin, le défi énergie, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, mais j'en profite, je refais un petit peu de publicité là-dessus, mais c'est vraiment ouvert à tous les habitants du Nord-Yvelines. Donc, l'idée, c'est que ça se passe sur toute la saison de chauffe, et si ça vous intéresse, il ne faudra pas hésiter à vous y inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes, mais l'événement de lancement aura lieu fin novembre, et puis après, c'est entre le 1er décembre et le 30 avril, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, écoutez, je m'excuse, j'ai un petit peu débordé, ça nous laissera un petit peu moins de temps pour les questions, mais on va maintenant passer à la phase de questions.